parce que pour le contexte, c'était mon prof. Ouais. C'est la première fois que j'ai fait une évaluation avec toi. Ouais. C'était sur le site internet de Précoce. Ça, si tu te souviens. Bah, ce que t'as proposé à la fin. Ouais. Je t'ai fait venir au tableau, Ouais. je t'ai interviewé et tout. Ouais. T'avais pensé quoi, honnêtement, de mon site? Bah, Maintenant que t'es fini. Bah, moi j'ai bien aimé, ouais, je le trouvais très bien. Pourquoi? Ok, non, je sais pas, mais je préfère demander. Parce que tu vois, genre, on n'a jamais eu les notes Vous avez jamais eu les notes, c'est-à-dire? de l'évaluation. Donc, je me Pourtant, suis dit, à tout je les ai moment, transmises. Non, je me souviens plus, mais toi, t'étais solo en plus dessus. Ouais. Moi, t'as pas eu ta note? Moi, Non. je pense que t'as eu une bonne note. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que t'es là aujourd'hui, c'est pour dire pourquoi Kylian n'a pas eu sa note. Exactement. Précoce. Putain, je suis désolé, j'ai pas réussi à me retenir. Je me suis lancé. J'avoue que j'ai perdu mon ordi, du coup, je pourrais même pas te la retrouver, mais je pense que t'étais dans les 15-16. Hein. Ok, bon, ça va. Par rapport au niveau de la classe, on peut t'étais continuer t'étais très Kylian, bien. bon élève. On peut continuer l'interview et tout va bien. Sinon, t'as- Non, mais Peut-être j'ai c'était menti en fait. Peut-être c'était t'as une même petite pas la intro. moyenne. Ouais. Parce que du coup, tout tourne maintenant, on a commencé. Ok. Donc, je vais te donner un peu de contexte sur ta personne. Et ensuite, tu pourras continuer et parler de ton activité. Je me permets, je prends des notes parce que tu m'as donné pas mal d'éléments. Donc, t'as 27 ans, je t'appelle Enzo. Eh bah 28 lundi dernier du coup. 28 l'année. Putain, c'est la Bon première fois que je me anniversaire. trompe sur l'âge. C'est honteux. T'as fait une licence de sciences cognitives à Lyon. C'est ça. T'as fait, donc ça t'a passionné. T'as fait un mémoire sur l'apprentissage des langues grâce à la gamification. Et c'est ça, ouais. Ok. La gamification, c'est le fait d'apprendre par le jeu, il me semble. Tout à C'est un fait. peu plus compliqué que ça peut-être, mais... et l'autocorrection, en créant... t'avais créé une plateforme e-learning. Ouais. Ok, voilà, ça va. Pour l'instant, je suis... Pour l'instant, ça va. C'est plutôt bon. Et le fait, enfin, l'intérêt principal de l'interview, c'est que tu as créé Mindseed, du coup. Mindseed, qui est une application pour apprendre les langues, qui est basée sur ce que tu as fait sur ton mémoire avec tout ce qui est gamification et tout. Exactement. Donc, c'est apprendre les langues grâce au jeu. Est-ce que, voilà, bon, je t'ai fait un petit résumé Wikipédia, mais est-ce que toi, tu peux donner un peu du contexte sur ton parcours et tout? Ça sera forcément plus intéressant. Alors, j'ai pas de page Wikipédia, Pas encore, pas encore. mais ouais, du coup, bah déjà pour le tout début, j'étais particulier, on va dire, dès le lycée, dans le sens où j'avais pas de cours, je prenais pas de notes, j'étais pas un bon élève du tout. Et je m'intéressais justement un peu au cerveau à la fin. C'est pourquoi je suis allé du coup directement en licence de sciences cognitives. Et là, ça a été le déclenchement. C'est là où j'ai appris à apprendre. Et je me suis dit, mais c'est grave que j'ai autant subi mes années lycée. Si on sait comment apprendre, on peut tout changer. Et du coup, là, ce que je faisais, c'est que je m'amusais à apprendre le moins possible, mais en étant le plus efficace. Et je suis passé de 12 à 15 ou 16 de moyenne en bossant, mais quasiment rien. Okay. Et je me dis que là, il y avait vraiment un problème, qu'on ne sache pas apprendre, je trouve ça grave. Et donc, ouais, j'avais fait mon mémoire. Alors, j'avais fait la licence de sciences cognitives qui dure 3 ans. Ensuite, j'ai fait une licence de MIH, donc c'est mathématiques, informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, que j'ai pu rejoindre directement en 3e année pour faire une double licence. Vu que les MIH, on n'a pas de master attribué, on faisait un mémoire pendant la licence. Donc normalement, on ne fait pas de mémoire pendant la licence. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, que j'avais lancé ce projet et qui, du coup, s'attardait spécifiquement... Donc moi, un peu mon ikigai, c'est d'aller pointer les zones où je suis le moins bon et je suis aussi un bon dyslexique. Et du coup, le projet, je l'avais porté sur l'apprentissage du français. Donc j'aime bien faire des projets qui me sont aussi directement utiles. Carrément. Et du coup, voilà, je l'avais fait là-dessus. Et donc, c'était mon hypothèse opérationnelle, c'était quel est l'impact de la gamification et de l'autocorrection chez des jeunes apprenants. Donc, c'était 11-12 ans, il me semble, la moyenne d'âge. Et donc, j'avais fait ça sur donc, j'avais développé mon outil, c'est là où j'avais appris à coder. Et j'étais allé dans des écoles... Ça s'appelait Orthographics ou un truc... Exactement, Orthographics. Exactement, ouais. Et t'es allé dans des écoles pour faire tester ça à des jeunes. C'est ça. Et du coup, les résultats, c'était... Et ils étaient vraiment sans appel. Donc, il y avait deux lots, avec tous les deux hypothèses. On faisait un mode sans gamification, un mode avec gamification et pareil avec l'autocorrection. Et alors, je ne saurais plus exactement de sortir les chiffres, mais j'avais statistiquement prouvé qu'il y avait une amélioration
par les deux modalités, donc déjà séparées. Donc, c'est-à-dire que la gamification augmentait significativement et l'autocorrection aussi. Et jumeler les deux, ça a augmenté encore plus. Donc, en fait, on faisait 10 dictées sur plusieurs mois. Et en fait, on notait la progression des étudiants. Et du coup, voilà. C'était un peu le jeu, du coup, ça prenait quelle place dans l'apprentissage? C'était quoi comme type de jeu que tu leur faisais faire Alors, c'était une plateforme où les étudiants devaient écouter des dictées avec il y avait un mélange de lexique et de... En fait, on attendait des fautes lexicales et grammaticales et chacune des dictées était préparée de manière à ce qu'on voit certains sujets. Okay. Et la gamification, il y avait une plateforme qui était juste dictée, rien d'autre chose. L'autre plateforme où les enfants avaient des petits avatars avec un classement et ils pouvaient gagner des petits points d'XP. Et du coup, c'était ça, on va dire, la modalité gamification. Et l'autocorrection, c'est un système d'entonnoir où alors, on proposait soit directement, l'enfant il avait tout de suite la réponse, sa correction, et ceux qui étaient en autocorrection, on leur disait leur nombre d'erreurs, donc ils devaient essayer de se corriger d'abord, et ensuite on leur mettait les mots en rouge pour qu'ils cliquent dessus et les corrigent un par un. Donc c'était ça les deux modalités un petit peu expérimentées. Tu vois ce que c'est le projet Voltaire, j'imagine? Ouais. T'en penses quoi, toi? Parce que ça a fait un peu polémique, j'ai l'impression... Parce que c'était vraiment efficace, parce qu'il y avait ce truc de... Tu connais le projet Voltaire, toi? Ouais. Il y a ce truc de... Est-ce que dire ce qu'il ne faut pas faire, ce ne serait pas la mauvaise chose? J'avoue que je n'ai pas vraiment utilisé projet Voltaire. J'avais regardé à l'époque ce qui me manquait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce que je fais, c'est qu'il faut, pour apprendre des choses, un système d'apprentissage. C'est-à-dire que si on donne une information, si on donne un bouquin, c'est bien, mais si on donne un système, c'est là où on apprend vraiment. Et le système d'apprentissage, il passe par la répétition. Et du coup, moi, j'avais vraiment... le projet, il s'articulait vraiment autour donc un système de répétition espacé sur les fautes. Et on ne te donne jamais la réponse, tu la devines. Est-ce qu'il n'y a pas de Voltaire, c'est vraiment ça? Non. En fait, c'est pour dire, c'est ça que j'avais en tout cas de mémoire, peut-être ça a changé depuis, c'est que si on donne la réponse, il n'y a pas de... Il y a une familiarisation, tu te families avec la réponse, mais c'est pas pour autant que tu seras en capacité de produire un raisonnement juste derrière. Il faut entraîner le fait que dans un même contexte, tu puisses arriver à la solution. C'est-à-dire qu'il faut jamais donner la réponse pour apprendre. Et projet Voltaire, à l'époque en tout cas, pour moi, il donnait directement la réponse. Ça n'a pas changé, je crois. Et puis il y a un truc, peut-être aussi un peu de... Je sais pas, peut-être j'ai une connerie, mais de quand tu découvres toi-même la réponse de dopamine, et du coup ça t'envoie des trucs à ce moment-là et tu te dis ok, waouh, j'ai réussi à trouver par moi-même la réponse, et du coup tu te souviens beaucoup plus déjà, et puis en fait tu crées un petit espace dans ton cerveau, t'as créé, même si tu n'arrives pas à trouver la réponse, dès lors où tu as cherché à la chercher, dès lors où tu as réfléchi par rapport à ça, dès qu'on te la donne, il y aura un ancrage mémoriel beaucoup plus puissant parce que tu auras attendu cette réponse. Donc si on te la donne tout de suite... Et puis il y a un effort qui est lié à tout ça et tout. En plus, ouais. Mais donc c'est vraiment, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que j'ai eu l'occasion de tester Mindseed pour le coup. En cours, parce que c'est sur les cours qu'ils nous faisaient pour nous faire réviser. Ma question après, c'était est-ce que tu as utilisé ça dans les cours que tu donnais à Kylian Pour les cours de codage, donc, parce que tu me donnais des cours de code, développeur, etc. On avait toutes les semaines des niveaux à passer. On devait faire niveau 2 à je sais plus combien, etc. Et à la fin, il y avait un classement, donc ça ressemble vraiment à ce que tu disais au niveau de l'XP et tout. Peut-être pas des classements, je sais pas, pour les 11-12 ans, mais plus tu faisais des trucs justes ou plus tu t'entraînais, plus tu avais de l'XP, plus tu étais haut dans le classement. Et donc c'est vraiment l'ancêtre de Mindseed en fait, ce que tu as fait. C'est marrant que tu te souviennes de ça du coup, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le levier qui est, en tout cas que j'ai identifié sur la plateforme, le plus puissant, le fait d'un petit classement entre petites communautés. Avant de le tester sur vous, je l'ai testé sur moi, ce système de répétition, dans le contexte des langues. Donc j'avais appris les 1200 mots les plus utilisés en italien pour voir à quel point je pouvais être plus efficace que mes 5 ans d'espagnol au lycée. Parce qu'il y avait un truc qui disait que si tu prends les 1200 mots les plus connus, tu peux dire pratiquement toutes les phrases, c'est ça? Exactement. En fait, quand on parle au quotidien, quand on parle maintenant, là, quasiment, on va dire 80% de nos phrases sont composées de 300 mots. Parce qu'on est dans les dialogues, la négation, les verbes être, avoir. Et c'est le même principe dans les langues écrites ou parlées. C'est que c'est la loi de Pareto, j'imagine que vous connaissez bien. Voilà, 80% de notre vocabulaire est composé de 1200 mots. Donc si on maîtrise, on arrive à comprendre 80% d'un contexte. Donc je m'étais exercé à ça sur l'italien.
Et du coup, à la fin, j'ai pu partir en Italie et comprendre l'italien, ce que j'ai jamais pu faire en 5 ans d'espagnol. Bref, petit aparté. Donc j'ai fait tester ce principe-là sur moi. Ensuite, du coup, je voulais faire tester sur les autres. En parallèle, je donnais déjà des cours. Et c'était une catastrophe. Pourquoi ? Parce que sur des étudiants... Au début, non. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que en communication, la plupart des étudiants que j'avais, ils savaient pas qu'ils allaient devoir coder quand ils ont choisi leur module. Donc, c'était mon cas d'ailleurs. Voilà. Je savais pas non plus. Et coder, c'est apprendre un nouveau langage. Et c'est un effort quand même. Enfin, c'est comme apprendre de longues formules mathématiques. Des fois, il faut comprendre la logique et c'est vraiment compliqué pour certaines personnes. Il se trouvait que, en tout cas dans les classes de com, il se trouvait qu'il y avait beaucoup de personnes pour qui c'était très compliqué. Il y avait toujours un petit peloton en avance qui arrivait très bien aux exercices, mais le reste, il me détestait, il me subissait. Et moi, j'étais absolument pas à l'aise pour mes premiers cours, qui étaient en visio en plus. Avant, tu comprends la logique de if, des choses comme ça, et il y en a qui sont pas du tout. C'est déjà pour moi une sorte de pas à passer. C'est même pas forcément le langage, mais c'est ce truc-là c'est un peu des maths, mais en même temps, c'est un langage. C'est vrai que c'est très spécifique. C'est un peu comme c'est un peu le même jeu que les maths. Hein. C'est qu'il y en a qui ils vont kiffer, ils vont bien aimer. Il y en a d'autres. Le code, c'est vraiment ça. Quand t'as une image un peu nulle, c'est fini. Tu fais jamais d'efforts et puis. Et donc c'était un des premiers enjeux, c'est essayer de récupérer tout le monde, parce que déjà je suis quelqu'un de très empathique, si quelqu'un n'arrive pas à mon cours, je le prends personnellement et je fais quelques nuits blanches. Donc c'était compliqué au début, et du coup il y avait nécessité de créer un système pour que les cours soient mieux appris. Donc ça, j'ai fait ça en 2e année, où j'ai créé des petites flashcards. Donc une flashcard, ça veut dire c'est une carte question-réponse, où justement on va activer la compétence d'aller face à une problématique, trouver une solution. Donc le code, c'est quoi ? C'est plein de briques de... En fait, l'idée de ce système, c'était de séquencer le cours qui était complexe en plein de petites briques qui étaient faciles à comprendre. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, chaque petite brique, elle nous entraîne à une petite compétence. Et l'agglomération de ces compétences te donne la capacité de générer un site web. C'était le projet. Ça a marché pour toi ? Écoute, plutôt pas trop mal, je crois. Après, le site web, j'avoue que c'était pas le site de l'année. Et il y avait plein de trucs qui allaient pas et il était pas très responsive, etc. Mais c'est un des cours où franchement ça m'avait beaucoup intéressé parce que comme tu disais, on savait pas du tout qu'on allait avoir ce genre de cours. C'était peut-être un des cours les plus durs en vrai que j'ai eu. On me l'a souvent dit, comme tu peux broder et avoir 12 en code, tu peux pas broder et avoir 12 à part il y a ChatGPT, et tu le détectes très facilement. Mais à part ça, non mais je me rends bien compte, moi quand j'ai dû utiliser ChatGPT pour un truc, mais parce que vraiment je sentais que de toute façon, allez, de 15 à 0 voilà. je l'avais dit j'appelle Candice de ce pas. Mais c'est parce que je sais plus, en gros c'était pour créer une box, que tous mes éléments soient alignés et tout, j'avais pas réussi, etc. Donc j'avais demandé, mais je veux dire, ChatGPT ça te fait step up en une demi-seconde, alors que nous on avait vraiment un niveau très bas à la base quand on commençait. Mais c'était un des cours les plus durs, mais en même temps on le voyait tellement jamais, on en avait tellement jamais fait qu'on était moi en tout cas j'étais grave là en mode waouh, attends, je découvre un nouveau monde, c'est génial. Et puis toi tu kiffes ça aussi, surtout ta personnalité qui dit aussi que carrément, non, j'adore découvrir des nouveaux trucs, mais surtout je sentais que ça pouvait m'aider dans d'autres trucs parce que typiquement quand on a donc en gros dans notre école on a des projets, on doit créer une mini agence de communication, donc c'est factice, mais en gros on a plein de projets là-dessus et tout. On a dû créer un site web pour cette agence, et le site web je l'ai fait donc de A à Z avec un builder, etc. Mais je savais que si j'avais pas les éléments de code à certains moments, même en utilisant un builder donc, qui aide à créer un site internet sans code à la base, j'aurais pu galérer des heures en plus, quoi. Et donc ça m'a vraiment servi. Ok, intéressant. Après, je pense qu'aujourd'hui en communication, apprendre à développer un site web, je doute un petit peu de la pertinence, surtout à ce niveau-là. D'accord. Et Culture G est quand même sympa de savoir ce que c'est une div quand tu vas bosser avec des développeurs. Voilà, tu as cet aspect-là, et puis c'est surtout l'aspect gymnastique mentale que tu as dû faire, que tu vas pouvoir utiliser dans d'autres blocs, dans d'autres machins. Mais techniquement, apprendre à coder, tu peux t'en passer. Ce qu'on fait après mais ça peut rassurer. Sur un diplôme, tu sais que coder un site web un peu comme un... on dit, toutes les compétences de com, on peut dire ok, d'accord. Un gars qui a fait un petit peu un site web lui-même, ça peut aider à consolider un petit peu le. C'est ce qu'on fait partout. De toute façon, surtout encore plus moi en master, c'est tu fais un peu de tout. Quand tu vas manager ces gens-là, tu saches un peu de leur métier à chaque fois. Oui. Et tu puisses un peu comprendre ce qu'ils font. Parce que c'est vrai, le code en plus c'est tellement un métier
dur et il faut pas dormir et pas se laver pour être dans les meilleurs que. Voilà, la chance, il s'est lavé aujourd'hui. Tu t'es lavé aujourd'hui, c'est la première fois du mois. Ça fait 3 semaines que je ne suis pas lavé. Non, mais hors van, quand tu montes des boîtes comme ça et que tu es sur un projet longtemps, mais c'est ton implication, tu dois vraiment passer des nuits et tu vas pas grand monde, tu commences à être un petit peu reclus de la société et tout, non? Et bah c'est intéressant que tu poses cette question parce que tu dis ça parce que pour moi justement c'est mon plus gros problème aujourd'hui dans Mindseed, c'est que je suis développeur et que ça m'empêche d'être entrepreneur. En fait, avoir la double casquette, être dans la production et dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement compliqué parce que tu es trop dans ton produit, tu as beaucoup moins de temps et aujourd'hui c'est le plus grand piège dans lequel je suis tombé. Alors, si j'avais eu la capacité dès le début de déléguer ces parties-là et de me sortir de là, je pense que le Mindseed aurait une autre dimension aujourd'hui. Ça, parce qu'en fait, le fait de développer ton produit, tu as peut-être tendance à pas forcément aller étudier le marché, ce qui est la première chose qu'il faut faire plutôt quand on entreprend. Tu as tendance aussi à prendre personnellement les choses quand tu fais un effort. Et puis surtout, toutes les projections que tu as de ton projet, et en fait, tu vas le calculer personnellement de ton temps de développeur. Enfin, de mon point de vue, du coup, je panique dès que j'imagine une fonctionnalité, alors que je devrais pas. Je devrais avoir la stature entrepreneuriale où on va répondre aux besoins clients par X ou telle raison. Et du coup, ça perturbe mon jugement. Et aujourd'hui, c'est ma plus grosse faiblesse, on va dire, d'avoir la capacité de produire mon projet. Ce qui ne devrait pas, en plus, à la base. Ce qui paraît un peu, pas forcément un peu contre-intuitif, mais là, vraiment, c'est... Si t'as pas encore eu l'occasion de t'associer avec quelqu'un pour j'ai essayé. la partie Alors, de développement. J'ai fait un autre projet où là, je m'étais associé, mais ouais, en tout cas, c'est très compliqué de porter 2 casquettes en même temps et de faire la différence. Et puis même, au bout d'un moment, on arrive à être focus entrepreneur, mais on revient dans l'autre. Enfin, c'est compliqué. Mais t'es jamais à 100% dans l'un ou dans l'autre. T'es jamais efficace comme il faut forcément. C'est ça. Et puis pour revenir justement au développement web, ça fait partie du coup quand on est entrepreneur, j'aime bien dire qu'on est un peu des poulpes, on a des tentacules un peu de partout et du coup c'est bien avant de déléguer de maîtriser plus ou moins le sujet. Donc voilà, apprendre à développer, au moins on sait qu'on va pas trop se faire douiller derrière si on prend des développeurs frauduleux, on sait un peu de quoi on parle. Te faire douiller. Exactement. Si tu prends des freelances, tu peux vite avoir des trucs où ils te le font à la va-vite. En PrestaShop, t'es fini quoi. C'est ça, donc c'est pour ça que c'est bien quand même si t'es chiant et compliqué, on a compris un petit peu et c'est pas mal derrière de savoir ça. Donc Non mais carrément. Parce que là maintenant, ta solution, je sais pas si vous voulez en parler après, mais ta solution là, elle est terminée. Oula, elle le sera jamais. Ok, non mais ton produit, la V1. Alors pas vraiment. Ok. Elle évolue constamment. Et là, je suis sur, on va dire, la fermeture des fonctionnalités. C'est-à-dire que petit à petit, en faisant des POC, en allant voir les clients, j'ai pu un petit peu cerner le besoin. Et donc là, j'ai réussi à clôturer les fonctionnalités pour la V1. Et pour septembre, j'ai mon cahier des charges, je sais où je vais aller. Ce qui est déjà bien. Mais c'est en partie... on va dire en partie, je suis sur la fin de l'alpha. Donc l'alpha, ça veut dire tout ce qui va être bêta, test pur technique, ouverture des bêtas fermées. Donc là, on va tester un petit peu les KPI, le taux de récurrence, tester un petit peu tout ça pour ouvrir la version, on va dire la première version en septembre. Donc j'en suis là dans le projet. Parce que du coup, on peut refaire un petit tour sur tout ce qui est proposé sur l'appli, parce que tu dis toutes les fonctionnalités, etc. On en a parlé un petit peu, mais tu fais quoi en gros sur Mindseed? Alors, au tout début, j'étais à fond sciences cognitives, l'application la plus efficace possible. C'était méga efficace, mais les gens ils allaient pas. Ils l'utilisaient pas, du coup, c'est le problème. Ils l'utilisaient pas, et c'est pour revenir aussi tout à l'heure d'ailleurs. Donc, la deuxième année, je te disais que j'avais fait des cartes dans les cours de développement web. Ça a marché de ouf pour 4 étudiants, parce qu'il n'y avait que 4 étudiants qui le faisaient dans la classe. Du coup, je me suis dit, tiens, on a un deuxième ennemi. Donc, le premier ennemi, c'est le démon de l'oubli. Et le deuxième, c'est la flemme. Et celui-là, j'avais sous-estimé. L'attention, la flemme. Et donc, du coup, l'année où tu es arrivé, il y avait les forêts. Voilà. L'année où il est arrivé, là, je faisais un jeu boosté avec les flashcards. Et là, c'est là où j'ai les meilleurs résultats. Donc, voilà, Mindseed a pris cette dimension. Au début, c'était 1200 mots italiens. Tu vas, tu as ta liste. Et t'apprends, sauf que 1200 en fait c'est énorme. Moi j'étais convaincu de ma solution donc je les apprenais, il n'y a pas de souci. Mais un gars lambda qui a 5 secondes d'attention pour regarder un tutoriel. Donc voilà, le projet a pris toute une dimension en mode on va gamifier. Et enfin du coup là j'étais en mode ok j'ai un super proto pour apprendre les LV2. J'allais voir les écoles, LV2 on s'en fout.
Du coup, j'ai dû faire la même chose, même système pour anglais. Anglais, c'est cool, mais nos étudiants, ils veulent pas apprendre les 1200 mots, ils les connaissent déjà. Ouais. Ils sont censés Du coup, ouverture des parcours perfectionnement. Pour le TOEIC et tout. Ouais. Donc il y a le TOEIC et il y a surtout il y a donc LV2 découverte, donc c'est plus là où il y a les besoins, et anglais perfectionnement. Donc c'est en fait la dimension, l'application a vraiment pris 2 tournures différentes et c'est pas du tout le même parcours entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont émergé ces derniers mois. Ouais. Okay. Parce que pour vous faire l'historique, Mindseed, ça fait longtemps que je le porte. Mais c'était toujours un peu en side project par rapport à mes projets. Donc, à côté, je suis développeur web. Je faisais aussi de l'accompagnement par rapport au MVP. J'avais lancé aussi un autre projet entre-temps. C'est vraiment septembre dernier où je suis mis à plein temps dessus, où j'ai arrêté l'émission pour me consacrer à 100% sur le projet, pour faire une chose à la fois et bien comme il faut. Et en essayant de porter la casquette entrepreneur cette fois-ci. Ouais, la bonne une fois. Bon. La bonne une fois, ouais. Parce que aussi, avant, j'étais tout seul, sans incubateur. Et ça, c'était une énorme erreur parce que seul, avec ses problèmes, en mangeant tout seul, j'avais pas de coloc. Tu tombes, tu peux tomber bas. Et aujourd'hui, la meilleure chose que j'ai faite, c'était de rejoindre un incubateur, un réseau. Vite fait ce qu'ils font en incubateur pour toi. Juste déjà, t'es avec d'autres entrepreneurs. Ouais. Et ça, c'est suffisant. Parce que tu parles de ton projet et du coup, ça déverrouille des choses. Alors tout seul, tu deviens un peu fou. Et puis, peut-être il y a tout un système d'échange où tu peux aider les autres peuvent t'aider. Dans l'incubateur dans lequel je suis, il y a aussi des ateliers qui t'aident un petit peu à découvrir certaines facettes, sur des choses qui ne sont pas toujours évidentes, les statuts juridiques, les trucs un peu techniques parfois, bien qu'on puisse se former un peu de partout aujourd'hui. Mais c'est bien d'être dans un écosystème et d'être entouré, et puis même d'avoir... on avait des rendez-vous avec des mentors. Puis d'avoir des points, et tout, hein. On y va, on n'est plus tout seul et ça change tout. Okay, ouais. Donc première erreur, c'était pour la motivation et tout. En plus, ça doit être dingue le step-up que tu prends parce que quand t'es tout seul chez toi et tu dis vas-y encore 1 heure de sieste. Mais tu prends des très mauvaises habitudes. 8 heures de sieste. C'est du vécu. Ouais. Non mais encore 1 heure de dodo et après c'est bon, j'y vais. De toute façon, je suis à la maison, je peux travailler jusqu'à 23h et au final tu t'y mets à 14h alors que t'avais dit à 10h. Si je veux. Le problème des potes qui sont freelance aussi ça. En freelance, c'est encore pire parce que t'as rarement des incubateurs pour les freelances. Et là, il faut avoir une self-discipline un peu abusée. Je trouve que je n'aurais jamais, je pense. C'est te lever à 8h pour aller dans ton salon, te mettre un ordi et repartir à 20h de ton ordi. Et après, plus bosser sur ses projets avant le lendemain. Pour avoir vraiment ce truc de. T'as trop envie de. Là, d'un coup, t'as une idée, vas-y, je m'y mets alors que c'est pas du tout prévu. Et puis en fait, le jour où c'est prévu, tu le fais pas. J'ai une machine à faire aussi. Et... oui, c'est ça. La machine, c'est un vrai sujet. Le nombre de fois où je suis censé travailler, que je fais des machines, du coup. Non, mais. Pas de. Machine en plus, si toi. T'as une machine. Quand même. Sinon, ça serait vraiment une étape si tu devais sortir. Non, mais pour revenir sur l'incubateur, c'est un sujet que je voulais aborder parce que c'était la première personne qui est dans un incubateur de toutes les personnes qu'on a reçues. Pour rappel, donc c'est vraiment, comme tu as dit, un endroit où tu es c'est un écosystème avec que des entrepreneurs et vous avez chacun votre projet, etc. Donc c'est intéressant pour pouvoir échanger. Mais toi, comment est-ce que tu le perçois et ça te permet d'évoluer dans quel sens au jour le jour, tu vois? C'est-à-dire, faut me saisir la question. T'es pas clair ta question, Kylian, mais moi j'ai pas compris. Ok, bon, on reprend. Non, dans le sens où ça te fait quoi d'avoir des gens qui sont entrepreneurs comme toi, qui ont des projets et qui ont d'autres compétences dans ton quotidien, etc. Ouais, à court terme, tu veux dire plutôt. Ouais. Déjà, comme je le disais, le fait d'être entouré, ça aide beaucoup. Et puis mine de rien, porter un projet, c'est un peu comme être enceinte. On donne quelque chose, on donne énormément d'énergie, on a toujours peur pour ce petit projet. Tout le monde t'en parle. Être avec plein de mamans autour de soi, c'est cool, parce qu'on parle de nos gosses, on adore ça. Et puis, moi, j'ai beaucoup saoulé ma famille avec mon projet parce que j'ai toujours envie d'en parler. Donc là, ça m'apporte ce réseau-là. Et effectivement, il y a des compétences qu'on s'échange. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec le commercial, d'autres beaucoup plus dans le technique. Donc effectivement, j'ai pu rencontrer des personnes qui ont pu m'aider sur certains points. Et surtout aussi de la mise en relation. Donc le réseau, ça fait vraiment tout aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant de commencer avec un réseau. Et l'incubateur, c'est le premier
le premier endroit où on peut commencer à réseauter. C'est quel le tien, pardon, l'incubateur? Incubateur, donc c'est un incubateur de l'université Lyon 3. Ok. Donc il y a 3 incubateurs publics à Lyon. Et donc je fais partie, de celui-là. Et voilà, et pour revenir sur un peu l'incubateur, là, c'est comme les œufs, ça couve. Donc c'est des projets naissants. C'est pas un accélérateur où on va du coup monter le chiffre d'affaires, on a déjà une machine qui tourne. Là, on va faire tourner la machine. Et avant l'incubateur, d'ailleurs, où je suis, il y a des programmes de D2E, diplôme étudiant entrepreneur, où c'est avant l'incubateur, donc c'est l'idée, quand on est au stade d'idéation, on va justement t'aider à évoluer pour ensuite créer la machine. Mais voilà, il y a plusieurs étapes et l'incubateur, c'est un peu l'entre-deux. Ah, faut refaire le... Pile poil à la fin de la phrase. Ouais. Incroyable. Tout est calculé. C'est un peu chiant, mais ça nous évite de tourner à l'iPhone. Ça va. Est-ce que ce serait pas le moment de lancer le premier petit jeu? Un petit jeu. Allez, est-ce que t'es chaud? Bouillant. Alors, dans les jeux. Le premier jeu est un peu drôle. Je crois qu'il dit ça à chaque émission. Non, je crois alors, que ça fait 3 fois pour dire et me regarder avec un sourire en mode ah, tu valides ou pas? Moi, je suis un peu content de celui-là. Ah oui, mais si, je vois. Mais il dépend d'une question. Est-ce que tu me dis que c'est trop personnel, mais est-ce que t'es accompagné dans la vie? Est-ce que t'as une copine? Non. Ok, c'est Le super. monde veut savoir. Ça rend le jeu beaucoup plus intéressant. D'accord. Parce qu'il faut savoir un truc, Enzo. Ah. C'est que donc tu es mon professeur. Ah. Ça y est. Et que je t'aime, Enzo. Alors, ça. Oups. et qu'il faut savoir que autant le code, il y en a beaucoup que ça intéressait pas, mais alors autant toi, Ouais. il y en a beaucoup qui étaient contents de venir en cours. Ok. Voilà, je citerai pas de nom, mais voilà. Mhm. Donc j'ai préparé un petit jeu parce que obligatoirement ces personnes-là vont regarder vu que c'est toi. D'accord, ok. Et je vais te donner du contexte ou des choses et tu me dis si tu pourrais date quelqu'un qui fait ça ou pas. D'accord. Le jeu s'appelle Date ou pas date, du coup. Le jeu Pourquoi s'appelle pas date ou pas date. Exactement. Date ou pas date, ok. En vrai, au fond, c'est pour savoir tes valeurs et ce que ça, tu vois. Ah, il y a un fond quand même. Oui, non, c'est un peu lié à ton activité. Hein. C'est pas juste si elle est blonde ou brune. J'imagine bien. Donc date ou pas Intéressant. date, une personne qui est passionnée de jeux vidéo. Bah oui, date. Parce que du coup tu joues beaucoup aux jeux vidéo, j'imagine avec la Je vois gamification. pas pourquoi ce serait pas date. C'est Non, pas mais un red flag. C'était pour lancer sur le truc des jeux et que Je ça. me suis pris au premier degré au jeu vidéo. Bah oui, jeux vidéo c'est bien parce que j'aime bien moi c'est-à-dire que dans la vie on est des joueurs et il faut aller sortir de notre zone de confort et jouer, tester, interagir avec l'environnement. Donc ouais, jeux vidéo c'est bien. Ouais. Animal Crossing d'ailleurs. Animal Que tu Crossing cites. encore mieux. Ok. Une personne qui fait de l'entrepreneuriat comme toi. C'est très bien. Mais alors moi j'avoue, au tout début de rejoindre l'incubateur, j'avais peur de tomber sur que des gens égocentriques. Ouais. Donc des gens qui écoutent les autres et qui sont entrepreneurs, c'est le match à 100%. Ah ouais. Mais des personnes imbues d'elles-mêmes qui ne s'écoutent qu'elles, ça c'est pas bon pour elles. Et puis c'est pas forcément les gens que j'ai envie de côtoyer non plus. Ouais, clair. Et puis le temps que tu as accordé à l'autre quand t'es entrepreneur, si les deux sont entrepreneurs, je pense que tu ne vois juste jamais quoi. Ok. Une personne qui donne des cours de langue. Bah date hein. Bah ouais, carrément, ça va t'aider Overdate, ça. là. Mais là c'est Devient- quelqu'un que je peux devient associé interroger et Mindseed. tout, bah clairement. Hein. Par contre, dans l'autre cas, une personne qui a peu d'ambition dans la vie. Est-ce que ça pourrait Donc, te faire qui est un peu en mode. Bah, Ok. tout dépend. Si une personne qui abandonne ses rêves, bah, pas forcément, mais si c'est quelqu'un qui se contente de ce qu'elle a, qu'elle n'a pas envie de voir plus, c'est pas dérangeant, je trouve. Quelqu'un qui a envie d'une vie simple, qui rêve pas d'avoir des millions ou qui se contente d'une vie simple, mais quelqu'un qui veut quelque chose et qui le fait pas, non. Ouais. C'est la différence. Si ce qu'on fait tous, je pense que t'as tendance à le pousser et à lui dire vas-y là, ça y est, tu m'en parles tous les jours mais tu le fais pas, donc au bout d'un moment faut y aller quoi. Surtout quand Ouais. toi t'as cet esprit de vas-y. Je crois que tu l'as fait avant quoi. Donc, Bah, ça me fait penser un peu à mon meilleur pote qui a toujours enchaîné un peu les petits jobs et j'ai toujours, il adorait ça lui dérangeait pas, du coup bah, il vivait chill. Mais le moment où ça a été un peu dérangeant, c'est quand il a eu des ambitions, il voulait aller plus loin et qu'il se donnait pas les moyens d'eux. C'est là où justement c'était moins en corrélation avec ses valeurs, tu vois. Parce que du coup il s'abandonnait, il voulait aller pas où il voulait aller. Donc ouais. Ça Pour revenir va à la être question. dur en plus à voir de l'extérieur. Ouais. Et c'est bien. On parlait de Animal Crossing. Une personne qui porte des cosplays Animal Crossing.
Wow. Personnellement, c'est pas mon délire. Mais si c'est dans la chambre et que... Non. Si c'est... Mais d'accord. C'est difficile de jongler entre le fond et la forme, là. On le met dans une Il n'y délicatesse. a aucun fond dans celle-là, je crois. Ah ouais, non, c'est juste pour le kiff. Et une personne qui développe comme toi, qui est développeuse full-time. Eh bah, pourquoi pas, hein. Ouais. Ok. Bon, bah super. Vous savez qui contacter si vous êtes développeuse, que vous avez... Ah, attends, c'est quoi ? J'ai oublié tout le reste. Qui est passionné de jeux vidéo, l'entrepreneuriat. Okay. Si vous parlez 8 langues... Mais 8 langues, c'est le minimum, par contre, c'est pas mal. Pour Datenzo. Bah, il faut au moins 1200 mots d'italien. Ah oui, bah sinon c'est mort. Mais par contre, pas la parole. Ces réponses sont très fortes et je pense que toutes les personnes qui sont venues là pour le bonhomme seront ravies. Ouais. Et il y en a déjà qui ont installé Mindseed pour apprendre l'italien, du coup, je pense. Incroyable. Tu m'as parlé d'un projet, donc c'est le projet, j'imagine, donc tu parles depuis tout à l'heure que tu as fait un peu en même temps. Ouais. C'est un projet de Doctolib pour animaux. Toutolib. Toutolib. Du coup. Est-ce que le nom officiel ou c'était le nom de projet c'était en... le premier nom de base, Okay. et ensuite on est parti sur... Il y a un Toutolib. procès qui arrive sinon de Doctolib, non Oh, tu sais, au début, hein, faut y aller. Hein. Ouais, non, c'est clair. C'était bien, on n'a pas besoin de pitcher le projet, que les gens comprennent par le nom. Donc, Okay. après, si on devient assez grand pour qu'on se fasse embêter par le Doctolib, c'est qu'on a plus ou moins déjà réussi. Ouais. Donc, Du coup, est-ce que tu peux nous en parler, nous raconter un peu la genèse Carrément. Je sais pas si t'es encore là-dessus, mais... Je suis plus là-dessus. Alors, c'était un projet, du coup, c'était quelqu'un que j'ai rencontré à l'incubateur, qui avait donc besoin de conseils techniques sur sa plateforme, où il avait rien, il avait juste un peu son idée. Et en fait, on s'est vu, et au final, on a fini par s'associer parce que j'avais les compétences de dev, et puis on avait une bonne alchimie. Donc en fait, le principe, c'était de proposer aux toiletteurs, donc les personnes qui toilettent vos chiens, qui leur font un peu une petite beauté, eh bien, c'était leur proposer du coup de faire la réservation, faire un système un peu comme Doctolib. Donc ça les arrangeait, ça permettait d'éviter un peu les annulations, d'éviter de répondre au téléphone tout le temps. Et puis pour côté client, ça permettait d'avoir ce confort de réservation, d'annulation assez simple. Et donc j'ai rejoint le projet. Et puis on avait vendu, on a trouvé nos premiers clients, donc c'était extrêmement intéressant. C'était la première fois que je m'associais avec quelqu'un niveau entrepreneurial, donc c'était très chouette. À la fin, on a fini par se séparer. On a une petite discorde parce que en fait l'énergie était pas, on partageait pas la même vision. Et donc du coup quand on partage pas les mêmes visions, au final au bout d'un moment ça finit par péter. Et donc j'avais finalement il avait quitté le navire, je m'étais retrouvé avec le projet. Et au final, je faisais encore des rêves sur Mindseed et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Du coup, je me suis dit, ok, là j'ai un projet qui peut fonctionner si je continue à le développer, mais ma vraie passion, elle est sur Mindseed, ma vraie, on va dire, vocation, c'est vraiment là où je pense qu'il y a vraiment où je peux faire des choses. Et du coup, j'ai arrêté Toutolib pour... Non, Yuki, voilà, on l'avait changé de nom, à la fin c'était Yuki. J'avais arrêté Yuki. Qui est mieux que Toutolib, si je peux me permettre. Oui. Il y a eu plusieurs phases. Qui est mieux que Toutolib déjà. Mais Toutolib, j'aimais bien, c'était mon petit préféré parce que c'était rigolo, on petit bébé. comprend. Mais j'avais fini par arrêter ça, mais c'est parce que justement avant je m'étais enfermé dans Mindseed où j'étais seul sur le projet, je pensais qu'à ça, c'était devenu trop technique, trop de contraintes. Là j'ai vu comme une bouffée d'air frais. En mode, ok, mais ça c'est super simple à faire techniquement, on y va, le plan il est fait, on appelle 100 toiletteurs, on a la liste des numéros. Moi je sais faire techniquement le truc avec du no-code, on fait ça rapidement. Et puis on a vite c'était super intéressant Là j'avais la casquette entrepreneur par contre. Donc c'était super intéressant. Après voilà, on s'est séparés et ça a été bien fait. Donc on a eu un petit coup de chaud un jour, c'était juste avant d'être reçu à l'incubateur, on s'était embrouillé. Ça avait pété juste avant et moi pour la blague j'étais venu en t-shirt de Noël devant les jurys et je tirais une tête d'enterrement lui aussi. Du coup on a eu chaud, on est quand même passé au jury et au final on a reparlé avec un peu à froid et ça s'est beaucoup mieux passé. Enfin ça a été très sain donc. Et du coup, je suis très content de cette expérience. Ils sont à 2 en t-shirt de Noël à chaque rendez-vous depuis. Ça marche, l'effet sympathie. Oui, mais attends, c'est un truc qu'on n'a pas dit. En général, les incubateurs, du coup, il faut un jury pour rentrer. Ouais, dans ce dont je parle, en tout cas, t'as souvent un dossier et c'est juste pour vérifier un peu ta posture. Jamais personne. Enfin, les gens, ils sont pas là pour juger ton projet, mais c'est comment tu te positionnes sur le projet. Genre, tu peux avoir. De toute façon,
Puis même une idée ne vaut rien, c'est comment tu la concrétises. Donc tu peux avoir un truc extrêmement compliqué, mais si tu as la niaque, tu y arrives. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu sais pas la vendre, tu arriveras nulle part. Ouais, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des incubateurs qui sont vraiment plus sélects que d'autres? Je pense qu'il y a des incubateurs, il y a des incubateurs en tout cas qui sont plus spécifiques. Donc il y a des incubateurs tech, il y a des incubateurs agro, enfin voilà. Et donc peut-être dans certains cas, ils demandent des je sais pas, sur peut-être des incubateurs financiers, des choses avant, des études de marché. Même un secteur, quoi. Peut-être que tu as des incubateurs qui sont plus sélects sur ce point-là. Ok. Mais en général, c'est quelle est ta posture, qu'est-ce que tu as fait, comment tu arrives à te remettre en question, comment tu évolues. C'est ça. On ne te demande jamais d'avoir une connaissance brute à l'arrivée, c'est comment tu es capable de t'adapter à ton marché. Et c'est quoi leur modèle économique aux incubateurs? Forcément, c'est dans le public, donc c'est les actifs financent, mais. Ouais. Et donc les privés dans les privés, je vois pas trop comment ils peuvent gagner de l'argent. Est-ce qu'on n'aurait pas des privés qui, du coup, jouent sur le fait qu'ils sont vraiment bons et du coup, tu payes pour être dedans? Je pense à H7. Je pense que tu connais H7 à Lyon, qui est à côté du HIT. H7, ouais. Je sais, ils font un incubateur ou c'est juste des... Ok, je l'ai pas, je de connais pas. start-up. Ouais, ok. Mais pour le coup, ça leur sert au fait que ça crée une sorte de petit, qu'on appelle ça, de tiers-lieu un petit peu autour. Et du coup, il y a des food trucks. Ça ramène du monde. C'est des trucs, le mec de Grecia qui est venu Startup Nation, l'année dernière, il avait commencé à tester Grecia, son resto là-bas, parce qu'il y avait des entrepreneurs et machin. Mais eux, je me demande, c'est un lieu de vie et tout, mais comment ils gagnent de l'argent derrière t'as un peu le même principe, je pense que Y Incubator, je sais pas si vous connaissez, c'est un des plus gros aux États-Unis. Okay. En gros, ils te prennent. Alors, en général, je pense que les privés, ils te prennent, mais là, tu as une sélection, ils attendent que tu réussses parce qu'ils te prennent un petit pourcentage. Et c'est vraiment les 2-3 projets qui pètent qui vont leur faire tout leur CR. Donc, c'est un côté un peu un pari à risque, ils parient sur toi, tu pètes, ils pètent avec toi. Donc, en tout cas, c'est certains modèles du privé. Okay, je savais que c'était ça, j'avais regardé pour en rejoindre un. Je pense que ça joue comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres modèles, mais je ne connais pas tout. Ok. Voilà. Parce que toi, du coup, on parle de modèle économique. De ce que j'ai compris, Mindseed, t'es encore que en B2B. Ouais. T'es que sur le truc avec les écoles, en partenariat. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'aller sur les écoles plutôt que de le faire en B2C avec, Alors, B2C, déjà, il y a beaucoup de projets en B2C. Ouais. Et on a souvent tendance à croire que c'est plus simple que ça l'est. En fait, c'est extrêmement compliqué. B2C, c'est jeter un filet tous les matins avec on va cibler plein de gens qui ont plein de solutions et c'est extrêmement fatigant. Et puis avec les Duolingo et tout. Alors ça, c'est déjà de base. Okay. Le B2C, c'est très compliqué. Même aujourd'hui, quand on va pitcher pour les levées de fonds et tout, t'as intérêt à être solide si t'es en B2C. Parce qu'il y en a beaucoup, les projets en B2C. Et avec les applications B2C, il y en a tellement qu'il y en a qui ne veulent même plus en voir. Okay. Donc, tu as intérêt à être solide. Et alors, dans le domaine des langues, j'en parle même pas, il y a plus d'une centaine d'applications d'apprentissage de langue qui existent. Et moi, c'est très simple. Aujourd'hui, ce système, il s'écroule parce que, par exemple, il y a Duolingo qui est un acteur extrêmement connu. Donc, les systèmes comme Babel, Busuu ou autres qui sont payants. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais ils disent qu'ils offrent un abonnement annuel à moins 90%. Ça fait 2 ans qu'ils font cette offre. Pourquoi ils le font? Parce que, justement, ils gagnent leur argent au début sur le fait que la personne restait plusieurs mois sur l'application. Du coup, il avait un panier moyen peut-être de 4 mois et il payait, je sais pas, 70 €. Et au final, s'ils cherchent à aller vendre des packs annuels, c'est qu'ils savent qu'ils n'arrivent pas à tenir leurs utilisateurs. Ils font un mois et puis il n'y a pas de retour. Et donc, du coup, tout le système est écroulé. C'est extrêmement compliqué de faire une différence dans ce milieu-là. Alors que tu cibles 3 bonnes écoles, tu vis du projet. Alors que j'avais fait les calculs, moi, je crois qu'il me fallait un nombre incalculable d'utilisateurs quotidiens qu'il fallait aller prospecter, chercher avec de la pub et tout. Donc j'étais pas rentable. Mais c'est un budget de fou. C'est un budget de fou et c'est une vraie boîte noire. Donc il y a le côté viral sur lequel justement je comptais un petit peu jouer par rapport à la forêt, éco-responsable, tout ça. Mais c'est trop... c'est un facteur que je peux pas maîtriser. Personne ne sait avant de poster une vidéo si elle va être virale. Donc moi je préfère être terre à terre. Vas-y, je lise toutes les écoles de commerce à Lyon, je vais les voir, puis je vois comment ça marche, sachant que les calculs c'était 4 écoles vaut 50 000 étudiants. Donc forcément, c'était plus rentable pour moi. Et aujourd'hui j'ai une vraie valeur ajoutée. En écoutant les écoles, il y a déjà beaucoup moins de concurrents et je réponds à des problématiques sur lesquels les concurrents ne se positionnent pas forcément. Okay. Donc, puis vu que tu es au début, tu es hyper adaptable. C'est-à-dire que là, tu nous as fait tester à nous. Je crois que tu as un partenariat avec Vivamundi aussi.
qui est... Oh là, parlons-en. Ok, super. Qui est une école qui est liée aux langues, d'ailleurs, complètement. Exactement. Qui est chez vous, chez vous, du coup. Ouais. Qui est une école compétences et développement comme l'école dans laquelle on est nous. C'est ça. Enfin, je veux dire, tu as des feedbacks directs de tout le monde, et donc tu peux, toi, adapter, vu que tu es encore qu'au début, peut-être aussi. C'est ça. Mais alors, le côté injuste du métier, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions qui sont complètement obsolètes. Mais en fait, le commercial a convaincu une personne et ça a appris. Et donc, malheureusement, c'est pas tout forcément les responsables pédagogiques qui vont vraiment chercher la qualité dans le produit. Ouais. Et donc, ils vont chercher la rentabilité avant tout aussi. Même pas. En fait, ils sont convaincus eux. Du coup, ils portent ils imaginent que tout le monde va être convaincu. Ouais. Et puis ils ont la bonne data au bon endroit, ou alors ils doivent répondre à des normes. Ils se prennent pas plus la tête, ils disent ok, j'ai mis ça en place, ils s'en foutent de ce qui se passe derrière. Ouais. Et du coup, genre Global Exam, c'est ça, c'est dans Vivaldi ou... Alors Global Exam, oui, ils sont dans le réseau, ouais. Ok, ouais, ça, c'est un peu ton concurrent. Complètement, ouais, on répond aux mêmes attentes sur certains points. Donc effectivement, sur le TOEIC, sur la formation en anglais, du coup, on est concurrent, oui, dans ce cadre-là, ouais. Ça, le positionnement. Et du coup, moi, quand j'arrive, j'ai une posture, du coup, on va dire scientifique, où je dis, écoutez... C'est vrai que tu t'appuies beaucoup sur les chiffres et tout, toi. Ça... Et même le principe, disons que... Je vous parlais tout à l'heure, il faut un système d'apprentissage pour retenir des informations et pour apprendre. Aujourd'hui, Global Exam, sur le TOEIC par exemple, il n'y a aucun système d'apprentissage. Ouais. On te donne des informations, on te donne des QCM. Mais justement, d'ailleurs, c'est mon gros combat. Les QCM, c'est le pire ennemi, ça fait partie des grands ennemis de l'apprentissage. Parce qu'on choisit une réponse, on entraîne le préfrontal, la logique. Et ça ne nous apprend pas, ça nous teste. Et donc, c'est apprendre avec du test... de QCM, c'est pas vraiment... Alors pour la grammaire, ça peut être utile, mais pour les connaissances brutes, pour le mot de vocabulaire, pour les tournures de phrases, c'est très mauvais. Ouais. Et surtout, on peut faire de la traduction, il y a des choses... voilà. Et donc il faut un système qui répond à ces besoins. Et quand je suis en rendez-vous avec un responsable pédagogique, j'ai aucun mal à défendre ma position de pourquoi je fais face à un géant mondial, moi petit bonhomme de sciences cognitives. J'arrive à expliquer un petit peu pourquoi. Donc, c'est le problème qu'on avait eu, parce que tous les ans, je pense que peut-être entendu parler de ça, tous les ans on a un client fictif sur lequel on doit faire de la com, projet de l'année quoi, qui s'appelle, je sais plus ce que c'est à chaque fois. C'est pas point. Nous cette année c'était point S. Point S, voilà. Nous on avait par exemple Coach Mania, alors c'est pas les open com, c'est carrément notre truc, mais bref, ça s'appelait Coach Mania qui est, peut-être que tu connais. Coach Mania, c'est Job Mania qui lance Coach Mania pour ton taf là. L'apprentissage. C'est quoi le nom déjà, le self. Merde. Personal branding, c'est ça que je cherchais. Ok. Pour trouver des tendances, ça et tout. Et lui, tu vois qu'en fait sa solution, il y a rien. Okay. Mais il arrive quand même à la vendre parce que les écoles se rendent pas compte que du côté étudiant, la solution elle est claquée quoi. Ok, ouais. Et donc le mec il vend ça à des grands groupes et tout, sauf que derrière, nous on l'essaye et comme Global Exam, on se dit. Mais c'est vrai que voilà quoi, j'ai fait mes 10 heures, je n'y retournais plus jamais et ça m'a servi à pas grand chose quoi. Pour Global Exam, je sais que j'ai dû passer 2 fois le TOEIC cette année. En plus, j'ai dû faire une trentaine d'heures sur le Global Exam et en plus ils nous le demandent pour les cours et tout. On a des heures à faire. Pareil, on doit faire un certain nombre d'heures. Et je veux dire, ok, j'ai eu mon TOEIC, ok, j'ai eu une bonne note, mais c'est absolument pas parce que j'ai appris des règles sur Global Exam. Moi juste, je faisais ok, ça c'est logique. Tac, ok, j'ai juste... Bon, la logique, elle est juste. Mais par contre, est-ce que c'était juste parce qu'il y avait un S ou que j'ai utilisé le bon verbe? Ça, je regardais même pas. Et c'était juste de... Ok, vas-y, je le refais. Au bout d'un moment, ça rentre un peu, mais pas forcément par la règle, mais par le truc de... ça, je le fais tellement de temps que ça reste. Tu fais des heures, mais qu'en fait, comme tu vas vite, en fait, tes heures, elles mettent... mentalement c'est dur alors que peut-être si tu vas tout lentement. Et ça devient du hasard de dingue. C'est ça, hasard de dingue. J'ai essayé de l'avancer. Parce que tu vois, genre je l'ai passé la première fois, j'ai fait 890 en étant rodé. Genre vraiment, j'avais révisé de dingue. La deuxième fois, je me suis levé la veille, j'étais en soirée et tout, je suis rentré à 3h du matin, j'avais oublié carrément que j'avais mon truc à faire et j'ai eu 930, tu vois. Mais parce que ce jour-là, la logique marchait mieux, mais j'ai pas du tout fait à la règle. Puis c'est un peu au feeling au bout d'un moment le TOEIC. Honnêtement. Mais avec Mindseed, on aurait réussi à avoir. Avec Mindseed j'aurais eu mes 980. Non, mais c'est vrai, mais en tout cas, je suis carrément d'accord qu'il y a des problèmes de. Comment avoir un feedback des étudiants pour les pousser au-dessus et leur dire, mais non, c'est pas ça qu'on a besoin.
Voilà, moi j'ai une posture que je défends. Après, je dis pas que c'est mauvais. Global Exam, c'est super bien pour ça te prépare au TOEIC. Mais moi, j'ai une approche qui est différente. Et du coup, c'est ce que j'essaie. Enfin, quand de toute façon, on est dans un milieu qui est ultra concurrentiel, faut avoir ses propositions de valeur, ses différenciants. Et du coup, moi, c'est ça. C'est plus la posture. On va aller vaincre les deux démons, oubli et flemme, que Global Exam n'adresse pas. Donc, avec un système de répétition. Technique, c'est de dire faites 10 heures sinon vous avez 0. Ça marche. C'est un peu agressif. C'est vraiment la seule technique qui nous a fait faire Global Exam. Ça, c'est oui. Je disais le classement, c'est le levier le plus intéressant. Mais avant le classement, il y a la note. Ça, il y a l'autorité. Il y a la menace. Il y a la menace, c'est ça. Mais ce qui marchera pas sur n'importe quel autre. L'aversion à la perte. En fait, si on a l'impression de perdre des choses, on est le plus motivé. Ouais, et puis surtout que dans ce cas-là, pour moi, c'est un levier efficace. Mais derrière, t'auras pas envie de le faire. Moi, je suis en mode. C'est pas les mêmes moteurs. Je speedrun le Global Exam là, en ce moment. En plus, c'est pas les mêmes moteurs que s'activent. Il m'a classé B2, du coup, c'est un peu. Tu commences par vraiment 5 modules très très faciles. Donc, t'es là en train de faire comme ça, d'appuyer. Tu fais des verbes être et avoir, tu vois, tu les mets dans l'ordre et tout. T'es là, putain. Donc, c'est un peu. Tu passes un mauvais moment, quoi. T'as pas envie d'être là. Alors, après, on peut pas plaire à tout le monde. Quand tu classement, derrière, t'as un truc de. Ça l'arrange, on est en train de descendre Global Exam. Non, mais c'est un truc qui me touche parce que j'ai vite été bon au TOEIC parce qu'on a fait 45 des TOEIC. Et ça me saoule les manières qu'on a de réviser le TOEIC parce que maintenant je l'ai fait 15 fois. C'est pas ça le TOEIC au fond, c'est du feeling aussi un petit peu, c'est de savoir plein de phrases en anglais, c'est de. C'est de la compréhension. C'est de la compréhension. Puis j'ai pas l'impression de parler mieux anglais depuis que j'ai passé le TOEIC que ce que je faisais avant. TOEIC, en tout cas le classique, c'est la compréhension, donc tu parles pas. Oui, non, mais je veux dire, j'ai pas l'impression d'être meilleur en anglais depuis. Moi, ça prouve vraiment rien parce que si t'es bon en TOEIC, t'es pas forcément bon en anglais. Ah, ça, on peut le questionner le test du TOEIC, ça c'est sûr que. Moi, je suis allé là, c'est pas ma passion. Je suis vraiment derrière, c'est pour ça que je dis ça. Parce qu'on me le demandait. Ça a été obligé. Et puis, j'ai envie de vivre mon projet, de l'emmener dans une direction. Il faut une petite cagnotte, et donc je vais là où il y a le marché. Complètement. C'est pour ça que ça me remonte un peu en ce moment. C'est 6 ans qu'on est étudiant, que je suis étudiant. Là, il est. J'en ai trop marre de tous ces trucs d'anglais et tout. On a gros sur la patate. Faites-moi un test au début et dites-moi, vas-y, arrête de devenir un truc comme ça. Parce qu'en fait, honnêtement, depuis le terminal, on fait les mêmes programmes tous les ans. Ça fait 6 ans qu'on fait le même programme chaque année. Ah oui, tu parles en anglais, ouais. C'est trop cool d'apprendre des trucs comme ça. Mais... visiblement, ça ne nous réussit pas forcément en France. C'est vrai que je dis ça, il y a un défi, moi ça me plaît aussi, tu vois, il y a un truc de précoce. Tu parlais d'un truc, c'était. Merde, attends. Que t'étais pas si à l'aise que ça avec le fait de parler. Parce qu'être entrepreneur, c'est aussi pouvoir se vendre et faire de la com sur son solution. Mais... D'autant plus que t'es prof, et donc c'est un peu contre-intuitif que tu sois pas si à l'aise avec. Ah ouais, donc c'est vrai que du coup, au lycée, en études supérieures, je crois que j'ai quasiment jamais levé la main parce que ça me tétanisait de parler en public. Ah oui, à ce point-là, c'est quand même en plus, ouais, ok. Ah mais pour vous dire, genre en 3e, j'étais incapable de dire bonjour à une fille tellement j'étais timide, c'était très 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 fort chez moi. Et du coup, je sais pas d'ailleurs à quel moment je me suis dit que j'allais donner des cours, mais on m'avait proposé ça, je me suis dit allez vas-y, challenge. Et le premier cours que j'ai donné, c'était un visio, donc je supporte pas le visio. Pour vous dire, même à l'époque, j'écrivais pour appeler le coiffeur, bonjour, sur un papier, pour lire, parce que je déteste. T'as combien de temps ça Du coup, je devais avoir la vingtaine. Oui, donc quand même. À la vingtaine, j'étais encore en train d'avoir des petites notes, parce qu'il me fallait un début, quoi. Ouais. Et du coup, le premier cours, j'arrive, du coup, visio, je suis en retard de 3 minutes, je vois 30 personnes sont en attente, où je me panique. Ça, il n'y a pas leur caméra, au moins. De quoi ? Il n'y a pas leur caméra au moins au début, donc peut-être que ça t'aidait. Non, c'est vrai, ils n'avaient pas mis leur caméra, mais moi je voulais jouer le jeu, j'ai mise. Hein. Et bon, je sais pas si vous mettrez ça, mais du coup, je me suis pris un petit shot ou deux de jet avant de cours. Et ça allait beaucoup mieux après derrière. La morale de l'histoire. Mais j'avais même prévu du coup comment j'allais me présenter, j'avais tout écrit sur une petite feuille et tout, donc comment j'allais introduire le développement web. Et j'ai allumé la caméra, j'ai fait bonjour. Et je suis passé du point A au point B en 1 seconde et j'ai tout paniqué, j'ai tout niqué. Ça peut te rassurer, je crois qu'on écoute rarement avec une énorme attention les mimiques de visage. J'ai cru comprendre. Déjà, faut qu'il y en ait qui écoutent le cours. Oui. Surtout quand il y a écrit dev web et que c'est un cours en com, généralement ça part déjà la moitié des gens. Ouais. Mais au début c'était très compliqué, et puis au fur et à mesure, on s'habitue. Hein. Ouais. Et ça allait beaucoup mieux à la fin quand même. Ouais. Au bout d'un moment, quand tu pitches, etc. Mais du coup, t'as pris des. Genre, comment est-ce que t'as essayé de t'améliorer là-dessus ? Est-ce que c'est vraiment purement de l'expérience ou t'as regardé des tutos, tu t'es dit, vas-y, genre, je pourrais faire ça, ça ou ça ? Il y avait des trucs qui m'ont vraiment paniqué où je vais pitcher devant plein de personnes. Et là, du coup, j'avais regardé des tutos pour comment moins paniquer. Donc, je sais que, du coup, dans les tutos, c'était marqué qu'il fallait prévisualiser la scène plusieurs fois. Et en fait, tu t'habitues à ce stress.
Mais non, sinon, c'est surtout me confronter à cette situation. Et au final, tu finis par se dire, c'est pas, il y a pire. Puis tu finis des podcasts après. Et voilà, et tu finis là. Mais j'avais un exemple, c'est qu'au début, pareil, j'étais tétanisé par la vitesse. Après, maintenant, c'est passé. Par la vitesse de ta parole? Non, des la attractions voiture, et tout, voilà. Ah oui, je me disais ça. Et puis pour mes 20 ans, on m'a offert un saut en parachute. Et donc, du coup, tu sautes d'un avion à toute vitesse. Ah, mais toi, c'est tout Le rien. gars est parti en backflip alors qu'on lui avait dit de pas le faire, bref. Et du coup, je me dis, quand je suis en train de parler, je fais, attends, j'ai sauté d'un avion parce que je suis en train de me pépette là. Non, mais oui. Donc ouais, ça aide de relativiser, mais... Donc c'est vrai que tu auras beaucoup moins d'enjeux sur une classe de 30 personnes. Ouais, maintenant, tu m'envoies quelque part, ça va. Alors qu'un pitch devant l'investisseur, un truc comme ça, là, il y a plus non, d'enjeux. Non, ça va. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment me présenter. Ok. Ouais, j'aime pas. Mais après, ça va mieux, hein. C'est le premier cours qui me titille un peu, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas, ouais, je suis fier d'avoir réussi à... C'était vraiment une de mes plus grosses craintes et tout, donc je suis assez content. Et je me du dis, coup, en date aussi, Du coup, en date En date aussi, c'était compliqué. En date, non. En fait, moi, c'est dès que je vois... Mais il a toujours sa bouteille de Jet 27 maintenant. À tout moment, ça dégage. Dans des bars à shots. Non, mais tu sais, c'est... Moi, ce qui me panique, c'est à partir du moment où il y a plus de 2 personnes. Okay, parce qu'en fait, j'arrive pas à me connecter avec les gens. Quand je suis face 1 à 1, c'est bon, j'arriverai à mener la conversation, il n'y aura pas de blanc et tout. Quand on est 2, ça va, ça commence à le faire. Mais 3, tu peux pas calculer tout le monde. Quand tu es au téléphone, pareil, tu n'as pas toutes les informations. Et ça me panique. Et une classe, du coup, tu n'as forcément pas tout le monde. Et le fait de ne pas avoir le contrôle, de pas avoir, de te sentir jugé aussi, du coup, ça jouait beaucoup. Et au final, on s'habitue. Puis on apprend à gérer un groupe, c'est autre chose que gérer une personne. C'est clair, Donc, ouais. Mais les gens disent souvent, les gens très timides, qui préfèrent parler devant plein de gens que face à face. Ah ouais? Parce qu'ils sentent qu'ils sont plus jugés, parce que tu peux détecter une micro-expression de la personne. Okay. Ouais, t'es plus dans l'analyse, tu suranalyses un peu. Et tu dis un truc, il va faire ça, et tu vas dire, attends, putain, il a pas aimé la merde. Ah Alors ouais? que quand ils sont 30, t'en as un qui, tu sens qu'il n'écoute pas trop, tu peux passer à un autre si tu veux te rassurer, ou quelque chose comme ça. Quoi. Ah, moi, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. C'est marrant, et même que tu te sois dit, allez, c'est bon, j'y vais, fuck. C'est un truc que les gens timides ont un peu de mal, j'ai l'impression, au début. Oh mon Dieu, c'était dur. Et puis, s'il y a un truc qui était marrant, c'est que du coup, à la fac, il fallait faire des fois des présentations. Ouais. Pareil, j'étais tétanisé. En tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant. Ouais. Sauf quand il y avait quelqu'un qui était plus paniqué que moi. Et en fait, j'avais une confiance, mais ça allait nickel. T'avais un truc de tu voulais le rassurer. Et ouais, c'est ça. Bon, nickel, il prend plus cher que moi, c'est pas grave, c'est lui beaucoup. Ouais, du coup, il se mettait toujours dans les groupes où il y avait des gens méga stressés. Il passait pour le gars hyper sûr de lui. J'ai pas compris pourquoi ça me faisait ça, mais voilà, au final, bien content d'avoir solutionné ce problème. Même si, des fois, du coup, dans le évident. futur, là, tu vas devoir lancer, j'imagine, une campagne, c'est comme ça, mais c'est que du B2B. Peut-être te mettre en scène, parce qu'effectivement, de plus en plus, maintenant, le marketing, c'est par des gens et plus par des... Ouais, ça me fait peur, ouais. C'est bien de voir comment on appelle ça, le mec qui a créé la boîte à chaque fois. C'est comme Biril, on fait aussi... ce qui marche, c'est l'humain qui a derrière, le projet, l'envie, l'énergie que t'as mis. Et ce serait très bête de pas tester ce levier-là. Et même si c'est pas du tout celui qui m'attire le plus. Mais bon, ça fait partie du jeu. Faut aller sortir de la zone de confort. Et de toute façon, aujourd'hui, quand je vais à un rendez-vous, la plupart des gens, ils viennent pour la personne, pas pour forcément le projet. Enfin, c'est super important la personne que t'as, tu vois. Mais surtout quand t'es dans un truc hyper concurrentiel comme toi, où genre, en soi, le projet, il y en a plein, des applis et tout. Avec plus ou moins de différence entre chacune, mais là c'est plutôt la personnalité, l'enthousiasme que tu mets là-dedans et tout qui fait la différence, quoi. Clairement, ça me rappelle ce qu'un mentor m'avait dit du coup à l'incubateur. Il m'a dit de toute façon, Enzo, 70% des gens ils te prennent pour toi, pas ta solution. Ouais. Donc t'y vas et voilà, c'est en y allant que tu y arriveras. Pas du tout la pression, du tout. C'est-à-dire que tu vas en école de commerce. Ah. Non, mais parce que du coup, en vrai, je pense de te dire ça autant des aspects négatifs que positifs, parce que t'arrives et tu te dis, ça veut dire que s'il me prend pas ma solution, c'est en partie à cause de moi aussi, quoi. C'est pas du tout par rapport au fait que ma solution elle est pas bonne. Après il y a plein de facteurs aussi qui, voilà, si tu t'épouses pas ces critères, c'est sûr qu'il va pas te prendre. Oui. J'ai l'impression que t'as un peu moins ce truc de relationnel et de sentimental dans le choix d'une solution ou d'un produit qu'en B2C peut-être. Je sais pas, parce que tu parles en masse. Tomber amoureux facilement d'un produit et l'acheter, c'est un peu on vous là-dessus le storytelling, etc. En B2B, un peu moins sur du pur commercial parce qu'ils sont approchés par tellement de fois les mêmes gars en costard cravate que j'ai l'impression que. Je saurais pas dire ça, ouais. Ah, tu vois, moi je suis pas. Parce que je pense qu'en B2C, tu tombes amoureux facilement d'une marque, vraiment. Ouais, ça. Et en B2B, tu tombes amoureux de la personne, plus. Parce que vous êtes deux professionnels et.
Alors que la marque, genre, bah oui, moi je suis amoureux de Nike et j'ai toutes les paires Nike, mais genre, Phil Knight, j'en ai rien à faire, quoi. Ouais. Je pense que dans les deux cas, ils sont très importants. Bah, c'est comme on en parlait tout à l'heure au Codev. Il y a un gars qui n'était pas du tout client de HelloFresh, mais il y a un gars qui est venu faire du porte-à-porte. Il a pris maintenant il est client. Parce qu'en fait, il y a un gars qui est venu, qui l'a convaincu. Et donc, l'impact que tu as en tant que personne, il est extrêmement important. Donc, que ce soit dans le B2C ou B2B, je pense que ça joue énormément le fait que tu es quelqu'un qui incarne le projet et qui te le vende. Ça va en tous les cas, on est d'accord. Et puis de toute façon, on n'est pas des machines. Tu sais que tu as 40 projets, tu vas pas avoir les 40 projets. Tu as un gars, il te paraît cool, sympa et tout. Naturellement, tu vas être biaisé et prendre son truc. Ça tue toujours l'entretien. Voilà, c'est pareil pour les notes, les pitchs. J'étais biaisé quand je notais aussi ça parce que je me dis, il y a des groupes qui ont l'air super cool, qui ont fait un super pitch. Le site, il est un peu claqué, mais tu vois, ça biaise aussi l'évaluation. C'est pareil en commerce. C'est aussi notre taf, c'est comment tu vends ton produit et ce que tu as fait. Si tu le vends mieux, t'aurais une meilleure note. En vrai, ça me paraît pas illogique. C'est exactement ça, ouais. Bah ouais, c'est un peu le but aussi. Il y en a beaucoup qui. C'est l'effet halo, un peu aussi, qui joue. Ouais. Ton site apparaître mieux si la personne à côté est bien, c'est ça, tu veux dire, T'as tendance à surévaluer quelqu'un qui est esthétiquement bien beau, tu as l'impression le biotype qu'il est pertinent, qu'il est plus intelligent que quelqu'un qui vient, qui recroqueville, tu vois. Et c'est vraiment ça, même si on le sait, ça impacte vraiment notre cerveau. Donc ouais, le côté humain, c'est sûr qu'il est grave important, mais après, se mettre en scène, se filmer, faire des TikTok, c'est pas du tout ce qui me botte, mais c'est un métier. C'est un truc qu'il faut tenter. Ouais. Dans tous les leviers. C'était Antoine, notre deuxième invité, qui en parlait, je me souviens, parce que du coup, ça fait partie des 2 premières minutes et tout de l'interview. Il disait que genre lui il est hyper à l'aise, tu vois, en mode immobilier, tac tac tac, il a fait du théâtre. Dans la vie, il est hyper à l'aise. Ouais, c'est ça. Et pourtant dès qu'il se met en avant sur les réseaux, au début il était en mode tétanisé, mais parce que il y a un truc de ça touche à ton image perso de toi. Et la critique, elle va faire 20 fois plus mal dès que tu vas te mettre en avant. Alors que si je fais un visuel, je m'en fous, tu vois, que le visuel il marche ou pas. C'est plus que tu montres que t'as envie que ça marche, plus les gens vont te juger parce qu'ils vont te dire attends, mais là tu te fous de ma gueule, tu me donnes trop de ta personne. C'est là que tu donnes plus de ta personne. Je pense que dans une vidéo où t'es face cam. Là, à la limite, c'est un truc où on met 1h30 de podcast. Ouais. Tu vas pas regarder la caméra en mode vous kiffez le podcast comme ça là. Sur 30 secondes de vidéo. Faut le vouloir quand même, tu t'exposes et tu t'exposes tellement plus, je trouve que les réseaux c'est dangereux aussi. Faut être préparé mentalement à accueillir ce beau monde dans les commentaires. On va pas te faire peur, mais non, mais c'est horrible. C'est la partie du jeu, j'y vais, je sais ce qui peut se passer. Mais... Top 3 commentaires. Oh, il est trop beau le nouvel invité. Oh, j'aimerais bien que ce soit mon prof. C'est mon date. J'ai toutes les qualités requises selon le jeu. Non, bon, pour revenir à l'émission et tout, je pense que je vais te lancer le dernier sujet. C'est un truc qu'on essaye de faire un peu commun avec tous les invités. Ok. Toi, est-ce qu'il y a un peu des checkpoints, des points de parcours dans ta carrière entrepreneuriale? Ça fait un petit moment que tu t'es lancé. Que tu penses qui ont été cruciaux ou importants, que ce soit dans le positif ou le négatif? Un petit top 3 peut-être? Carrément, un top 3. J'ai une autre anecdote par rapport au cours, justement. C'est que un jour, j'avais pitché Mindseed en cours. Et j'ai pas du tout réussi à pitcher. Et j'étais rentré, j'avais la boule au ventre. J'étais, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai été nul et tout. Je me suis inscrit à des formations de pitch, du coup. Où du coup, c'était par incubateur. Et on a dû pitcher du coup devant un jury, debout sur une table. Le jury était assis devant toi et au final ça s'est grave bien passé. J'avais fait t'es debout sur la table et le jury il est assis là. Exactement. Et puis après du coup c'était le concours dont je vous parlais qui était en Belgique. Et en fait l'apothéose c'était que en fait on était plein d'entrepreneurs en Belgique à pitcher à 8 boîtes nos projets. Et en fait, à la fin, ils donnaient les prix et j'étais en mode, j'avais le Covid en plus, je voulais me barrer et tout. Et au final, il y avait 2 boîtes qui m'avaient récompensé et je me suis dit, putain, c'est ouf, il y a 3 semaines, j'étais là en train d'avoir le boule au ventre. Et là, je me retrouve des élèves en plus. Ouais. Et là, je me retrouve en plus, j'avais gagné 5 000 € grâce à ça. Et je me retrouve dans un pays, avoir gagné un concours sur un truc où j'étais au plus bas il y a quelques semaines. Du coup, j'étais grave content d'avoir osé prendre le pli d'un truc qui me dérangeait et d'avoir la validation d'autrui, on va dire, sur cette compétence. Et ça, c'est vrai que c'était un vrai tournant dans le sens où, la communication, le fait de s'exprimer en public, c'est vraiment pas ce que j'avais au début.
ça s'est construit avec le parcours et ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Ouais. Ce que je trouve hyper inspirant dans ce que tu racontes, c'est que t'as pas attendu 8 semaines en te disant putain, c'est vrai que ce jour-là, tu t'es dit vas-y, genre j'ai loupé, je me prends en main. Jet 27, je vais voir. Ça aide. je vais voir un jury de professionnels et tout. Enfin, t'imagines le gap, genre, j'ai pas d'analogie qui me vient, mais tu galères un petit peu devant des élèves, d'un coup tu te retrouves devant un jury et t'as improve en même pas 2 semaines quoi. Toi, t'as pas un truc de plus t'as la pression, meilleur t'es? Moi non. Ça dépend du contexte, mais clairement. Plus la pression que forcément... tu bois de shot, c'est ça? Du coup, ça te fait... Ça dépend, mais je pense moi, en tout cas, de mon côté, il faut toujours préparer les choses. Ah non, je veux dire, plus t'as la pression, ouais, plus tu ressens au fond de toi la pression, je veux dire, ce sentiment de la boule au ventre, je veux dire, moi, plus je l'ai, plus je suis... Si, on va dire que j'ai Il y en a, ça t'oblige à te focus, tu vois. Ouais. Ce qui marche le mieux, effectivement, moi, quand je le stresse, la pression, ça va plus vite en haut, mais il faut les graines dedans. Oui, bien sûr. Donc en gros, si j'arrive, ouais, c'est ça. Si j'arrive à pitcher, je serai toujours meilleur, un peu stressé que pas du tout. Mais si j'ai pas préparé mon pitch, ça va pas être magique. Alors que si j'arrive, que j'ai un petit peu préparé le terrain et que je suis stressé le jour J, et ben là, tu peux arriver à des trucs qui marchent bien. Après, chacun a son fonctionnement. Ouais, bien sûr. Mais il y a un truc, moi, je dis souvent et tout, parce que j'avoue que l'action de présenter et de faire un pitch ou autre, c'est un truc qui est plutôt où j'ai plutôt des appétences et où c'est plutôt naturel. Sauf. Et lui, c'est l'inverse de toi, sauf en face to face. Sauf quand il est amoureux de la personne en face. Ah. Oui, bon. Sauf dans le faiblesse. Oui, moi, ma faiblesse, c'est le sentimental. Mais je veux dire, tu vois, quand je vais, si je présente un truc en cours et tout, je suis plutôt à l'aise et tranquille. Okay. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a besoin pour moi de ce truc de préparation avant. Et limite, tu vois, genre j'ai passé mon BTS il y a plus d'1 an maintenant et tout. C'était des oraux de 50 minutes. C'est pas le truc, je l'ai passé 4-5 fois solo dans mon salon. Parce que je me dis, la seule chose que j'ai à gérer ce jour-là, c'est le stress. Parce que tout le reste, les slides, je les connais par cœur. Le texte, je le connais par cœur. Limite, même les vannes, je les connais par cœur, tu vois, que je veux lancer. Ah ouais. Mais donc, genre tout ça, ça sera en automatique et tout. La seule chose que j'aurai à gérer, c'est mes mains. Le fait de pas trop les toucher, d'être droit, de pas bégayer, d'être clair dans ce que je raconte. Et c'est pour ça que tu dis le truc d'être à l'aise, ça va pas à l'encontre d'être préparé quoi. Oui. Tant que t'es préparé, je veux dire, ça te mettra toujours dans des meilleures conditions que 100% d'accord. Ouais. Que si tu te prépares pas, que tu sois à l'aise ou pas. Hein. Parce que moi, je suis capable en présentation, alors que je suis très à l'aise, de me foirer complètement juste parce que je m'en foutais et que genre. Ça, je voulais dire, c'est que des fois, t'es tellement trop à l'aise que tu dis n'importe quoi. C'est comme là, des fois, tu vois, tu parlais, je réagis, je sais que j'ai un exemple dans ma tête, et comme je suis à l'aise, je l'oublie. Et vraiment, je dis, comme par exemple, bah merde, je parlais de quoi? C'est ça, quand t'es trop en automatique, c'est ça que je voulais dire. C'est pas plus mal d'être authentique. Non, bien sûr, c'est ce que j'allais dire après, c'est que du coup, l'authenticité, c'est aussi savoir un petit peu au fond, mais. Et bah, franchement, ok. Et puis non, les 2 autres points, tu m'as dit 3 checkpoints là. Je dirais, si l'autre projet, du coup, le fait d'avoir rejoint le Yuki, Yuki, et le fait d'avoir discuté de s'être séparé, ça a été très enrichissant aussi, sous plein d'aspects. Et puis surtout, là aussi... Sur la coopération et tout. Non, au contraire, justement, sur ce qui allait pas. C'est là où j'ai beaucoup appris, et puis j'ai appris aussi à bosser avec quelqu'un d'autre, c'était super intéressant. Et là, dernièrement, je suis coaché par quelqu'un qui m'aide sur l'aspect prospection commerciale, et j'ai été forcé, on va dire, de rappeler les mêmes personnes, et ça m'horrifiait. Tu penses que tu passes pour une rue personne et... Ah ouais, je déteste ça, puis il y a l'effet imposteur qui est très présent. Ouais. Et au final, le fait d'avoir réussi à le faire, d'appeler et tout, ce qui m'horrifiait à une époque, je suis assez content, et ça me donne vraiment aujourd'hui la capacité, des compétences d'entrepreneur. Donc si jamais Mindseed ça fonctionne pas pour X ou Y raison, derrière remonter un autre projet, ça m'a donné les cartes en main, donc ça fait partie aussi des checkpoints d'avoir... C'est pas le produit, c'est ancré en toi que tu sais faire les choses maintenant. Porteur de projet, t'as ton projet, mais ce qui compte c'est surtout ceux qui le portent. Ok. Donc, Parce que non, mais sur la partie prospection par exemple, c'est un truc qui m'intéresse bien au niveau vente et tout. Je pense que c'est vraiment genre à quel point la proportion de plus tu vas appeler, plus ça va marcher. Parce que pour moi, il y a quand même un truc de... Enfin, c'est dans mon inconscient perso, mais j'ai du mal à me figurer que plus tu vas appeler des gens,
tu vas pas les faire chier, quoi. Oui, non, alors je suis d'accord que rappeler sans qu'il y ait d'objet ou quoi que ce soit, à répétition, ça sert à rien. Mais après, l'idée, c'est de persévérer, de montrer qu'on est professionnel, avec un plan de faire défini. une relance. Tout marche avec les relances aussi. Après, faut pas les faire à outrance, faut bien les calculer. Mais être organisé, et puis c'est vrai que m'a rappelé les gens qui m'ont pas répondu, je veux absolument pas le faire. La commerciale m'a dit, mais Enzo, tout se passe comme ça en fait. Rappelle au moins 3 fois avant de mettre un red flag sur le dossier. Parce que toi, tu as une stratégie, comment t'opères quand tu dois faire du call? J'aime bien faire plusieurs trucs, mais on parle à des humains, on est des humains. Alors, il y en a qui ont beaucoup plus l'habitude de prospecter d'autres. Donc, les écoles, c'est pas forcément le cas, mais les entreprises. Et dire, par exemple, bonjour, je viens prospecter, ça fait rire les gens. Enfin, il y a plein de petites stratégies, mais se connecter aux humains. Truc d'être honnête direct. Ouais, clairement. Comme ça, on gagne du temps. Annoncer tout de suite la couleur, comme ça, il n'y a pas de secret. Et puis. Moi, je sais que j'ai ce côté un peu jovial, j'ai de l'énergie, ça marche. Je me sers de ça en tout cas au téléphone pour essayer côté sympathique pour dire faut absolument que vous me rencontrez, j'ai un truc qui va vous séduire. Vous avez 30 minutes la semaine prochaine, voilà, j'amène le truc rapidement. Je minimise le temps que ça va prendre et puis le petit Calendly qui passe, qui s'envoie dans la foulée, hop. Donc après j'ai pas vraiment de stratégie et puis je débute dans la prospection donc. J'avais pas encore forcément de recul sur différentes stratégies aujourd'hui. Ok. Mais ce qui compte, c'est se lancer. Faut y aller, quoi. Ça va pas se faire tout seul, ça c'est sûr. Carrément. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Mindseed? De signer avec votre école déjà. on va leur envoyer la vidéo. Ouais. On a des contacts maintenant. Ouais. Après, tout le monde se barre à de com, mais oui, c'est vrai, on va en parler. Certes. Non, écoutez, que ça tourne ou pas, mais de continuer à avoir la bonne posture entrepreneuriale. Et puis de kiffer surtout. Et puis je vous le souhaite aussi du coup de continuer à avoir d'autres invités. Je trouve ça très cool. Les jeux étaient vraiment très personnalisés, donc ça c'était assez marrant. Je m'attendais pas à ça. Ça c'est vraiment le meilleur compliment. J'ai kiffé Il y a des vocaux et des appels souvent à J-1 ou 2 putain mec, c'est un peu cringe ce jeu, non? Non mais je te jure. Mais en fait lui le J-1 c'est à chaque fois que je lui envoie un message c'est j'ai une idée de jeu, est-ce que tu pourrais faire ça? Il me dit non, ou ouais, ou j'ai pas compris. Ouais. Et c'est souvent j'ai pas compris. Et après on en parle 2 secondes et on trouve de nous deux un meilleur truc. Ouais, on fait un mix des deux. Comme quoi c'est bien d'échanger, comme ça il y a des synergies qui se créent, non, mais grâce à solo, c'est belle création. C'est solo, moi c'est impossible. Non mais faut savoir que si je le faisais solo, putain, les émissions ça s'appelle Reset Talk, j'ai à nos voisins. Et puis ça serait cringe, ça reste. Si j'ai apporté un seul truc, comment c'était? Non mais merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à vous. Je te rappelle qu'il faut aussi moment de signer. Tu signes où tu veux, selon ton ego. Alors... Tout le monde se dit à chaque fois, il dit merde, je comptais signer là, mais il y a déjà un truc. Il faut que ça soit au moins visible par Kian quand il se lève le matin et qu'il arrive de sa chambre, tu vois. Ok, alors moi c'est Mindseed. Comme ce truc de cerveau. Il y a l'esprit au niveau du cerveau. Sur le front, ça peut être. On n'aura pas non plus 150 invités. Dans le cervelet, quoi. Dans le cervelet, mais il est un peu caché le cervelet, malheureusement. Moi, j'aurais dit là, tu vois, ou un truc sur le côté de la. Tu peux faire sur le front, ouais, c'est un peu drôle. Ou alors on peut faire. On va lui faire un 2 en 1, un mono sourcil, donc ça se rapproche du front. Et puis je trouve que ça sera très esthétique. Tu peux mettre ton petit prénom aussi en plus de ce que tu waouh, j'ai complètement foiré ma signature. Waouh. Bon, en tout cas, il y a un mono sourcil. Ça, c'est galère parce que c'est un peu. Bon, écoute, on reconnaîtra peut-être pas ma signature, mais en tout cas. Tu peux marquer juste Enzo au-dessus. Ok, oui, j'avoue, ça se tient. Donc, parce que voilà, on est près de l'esprit Mindseed. Tout a un sens. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas les mains. Après, on peut donner du sens à tout aussi. Voilà, un petit mono, ça lui fait une belle. Belle tête. Ouais, tête. Moi, c'est en ce moment. J'avoue que là, entre la bouche et le. Tu dis Ashword, putain, on va se faire cancel. Genre, je suis prêt. Allez hop. C'est vrai, putain, bien joué. Ouais, faut que j'y pense. Et merci Enzo. Avec plaisir. Tout le bonheur pour la suite et au plaisir de se recroiser. Au plaisir, ouais. Allez. Merci.